Bienvenue à tous et merci d'être avec nous tous les trois. On est avec Camille Polian qui travaille chez Tram et grâce à qui toutes ces rencontres peuvent aussi voir le jour parce qu'elle a des liens forts avec ces maisons et c'est aussi grâce à elle. Alors merci Camille d'être présente et de continuer à m'accompagner dans ces rencontres. Avec Pierre Fourniot, donc, qui est éditeur, qui est le fondateur de la Manufacture de Livres, qui est là, qui lève la main physiquement et avec le petit bleu. Et François Medellin, donc, qui est là pour nous présenter son quatrième roman, L'Ange Rouge. On va peut-être commencer par François, par vous présenter. Quel a été votre parcours pour en être venu à être écrivain et surtout à la Manufacture de Livres. On va aussi parler de votre rencontre tous les deux. Comment s'est passé tout cela? On sait que vous avez été plume politique pendant des années. Alors, pourquoi? Comment en êtes-vous venu à être écrivain et surtout de polar notamment? Dans ma famille, je crois que tout le monde écrit. Enfin, dans ma famille maternelle, tout le monde écrit. Mon arrière-grand-père écrivait des poèmes, ma grand-mère écrivait des nouvelles, ma mère écrivait son autobiographie qu'elle lisait à ses enfants le soir. C'est pas forcément la meilleure idée qu'elle ait eue, mais ils n'ont jamais été publiés. Donc, il y avait cette histoire de l'écriture, je pense, qu'on a dans la famille. Et puis, depuis tout petit, en fait, j'étais entouré de livres. Alors, j'ai des parents divorcés, donc j'ai un père plutôt série noire, c'est pour ça que j'ai 2100 séries noires d'ailleurs, et une mère plutôt Le Masque, de littérature anglaise, Agatha Christie. Maintenant, elle est très fan d'Anne Perry chez 10-18. Et donc, écrire les livres, ça me semblait assez naturel, en fait, de par mon éducation. J'avais beaucoup de livres à disposition. Des polars assez naturels aussi. Donc, je me suis mis à écrire quand j'avais 14-15 ans. Et j'écrivais des petites nouvelles avec des avocats qui portaient des Weston et qui roulaient en Jaguar parce que je voulais écrire des nouvelles pour faire plaisir à ma mère qui avait ma garde en fait. Et puis vers 19 ans, j'ai lu Le Grand Nulle Part de James Ellroy et j'ai eu un petit peu honte de ce que j'écrivais jusqu'à présent. Et donc c'est un peu le livre qui m'a libéré, je dirais. Où je me suis mis à écrire vraiment plus sérieusement à partir de 20 ans. J'ai envoyé mes premiers manuscrits vers 22-23 ans, exclusivement chez Rivage Noir parce que je voulais être publié dans la maison d'édition de James Ellroy. Et puis après, j'ai fait ma vie professionnelle. J'ai été chargé d'enseignement et de recherche à Sciences Po Lyon en sociologie politique. Et puis, j'ai donc été plume d'élu. Et j'avais quasiment arrêté de chercher un éditeur. Puis un jour, j'ai vu qu'il y avait un blogueur, pour dire la vérité. Un blogueur m'a dit qu'il y avait une nouvelle maison d'édition qui s'était montée et que peut-être que ma littérature pourrait convenir à la ligne éditoriale de cette maison-là, dont je n'avais jamais entendu parler, puisque moi, c'était en 2010 et la maison avait été créée en 2008. Et donc, j'ai envoyé un manuscrit, un livre à Pierre Fourniot. En fait, c'était même un livre relié parce que j'avais eu la mauvaise idée de me faire auto-éditer. Mais c'était juste pour avoir des livres à la maison, faire comme si j'étais content en fait, de me faire livrer des livres. Et puis, je me suis rendu compte en regardant son catalogue, en fait, tout simplement, parce qu'il avait déjà commencé à publier des textes, notamment Margot des Marguerites, livre que je conseille qui s'appelle… comment ça s'appelle, Pierre? La vieille dame qui ne voulait pas mourir avant de l'avoir refait. Voilà, la vieille dame qui ne voulait pas mourir avant de l'avoir refait. Et j'avais 4 manuscrits et il y en a un qui correspondait plus à la ligne éditoriale. Donc j'ai envoyé ce manuscrit à Pierre Fourniot, on devait être en 2010-2011. Et il m'a envoyé un message Facebook, pour vous dire la vérité, puis ça s'est passé comme ça, où c'était marqué fumée blanche immaculée pour la politique du tumulte. J'ai lu 100 pages, fumée blanche immaculée pour la politique du tumulte. Et donc, c'est comme ça que l'affaire s'est faite. Je ne sais pas si je vous ai bien résumé et ma vie et mon parcours, mais en gros, c'est… Et puis après, la littérature noire par mon parcours de vie aussi. Voilà, parce que j'ai eu une jeunesse un peu chahutée. Et donc, quand j'ai lu James Ellroy, ça m'a vraiment… Enfin, il y a eu des échos très personnels, en fait, quand j'ai lu sa littérature, notamment quand j'ai lu Ma part d'ombre. Donc, voilà. James Ellroy, mes parents qui étaient lecteurs, toute ma famille qui écrivait et Pierre Fourniot surtout. Alors justement,
Justement, Pierre, cette rencontre avec François, qu'est-ce qui vous a poussé à l'éditer? Qu'est-ce qui vous a séduit chez lui? Le texte, puisque comme il vous l'a dit, c'est un texte qu'il m'a envoyé, donc que j'ai reçu de manière très classique et très prosaïque par la poste. Et dès qu'on plonge dans l'écriture de François, il y a un ton particulier, il y a une vraie écriture, il a une singularité pour parler des personnages, pour utiliser un peu tous les codes du roman de genre. Alors, le premier qu'on a publié, La politique du tumulte, c'était un roman noir. Et il a une vraie écriture qui vous prend et qui donne tout simplement envie de tourner la page suivante et des personnages qui vous restent après en mémoire et un vrai ton, une vraie langue. Donc, après, il suffisait qu'on prenne rendez-vous. On s'est rencontrés à Lyon. Et puis, depuis, voilà, on a cette relation d'éditeur et d'auteur et plusieurs livres qui se construisent petit à petit. Donc, c'est une joie à chaque fois qu'on a un nouveau titre de François qui paraît. Antoine? Alors, je crois pas être le seul, et sans doute pas non plus ici ce soir, à être fan d'Elroy comme vous, François. Alors, j'aurais aimé savoir, parce que j'ai pas encore l'honneur et l'avantage de bien connaître votre œuvre, j'aurais aimé savoir quelles sont les proximités que vous y trouveriez. Est-ce que, comme lui, vous faites des bouquins de 700 pages avec des plans qui en font 500? Est-ce que on s'en rapproche par les thèmes, par les intrigues alambiquées, enfin bon, allez-y. Enfin, qu'est-ce qui pourrait vous rapprocher de ce monsieur qu'on aime tant? Enfin, pardon, je veux dire moi. Ce qui m'en rapproche, c'est parce que voilà, ça a été vraiment une révélation littéraire pour moi quand j'ai lu Le Grand Nulle Part et après j'ai lu toute son œuvre. Et moi, quand j'écris, le plus important pour moi, au-delà de l'histoire, au-delà des personnages, c'est vraiment le style, c'est la traduction du rapport esthétique qu'on a au monde. Et moi, je me suis forgé mon style en lisant James Ellroy, en lisant tout James Ellroy, en relisant James Ellroy. Et j'ai souvent tendance à dire de façon provocante que la littérature, c'est du plagiat. Mais en fait, c'est des questions qui se posent moins en peinture, finalement. Voilà, on a des maîtres, on s'en inspire, et puis son histoire de vie, sa singularité fait qu'on essaie de faire comme au départ. Et puis, j'espère avoir mon petit style maintenant qui est singulier. Mais si je n'avais pas lu James Ellroy, j'aurais jamais eu ce style-là. Notamment, ce que je lui ai repris, je pense, c'est la scansion ellroyenne, quoi. Moi, ce que j'appelle le jab littéraire, puisqu'il a quand même adapté un mouvement de boxe à la littérature qui est... Moi, j'aime pas trop les uppercuts ou les crochets de Ellroy que je vois arriver de très très loin, mais ce que j'aime en fait, c'est cette espèce de jab, ce bras avant qui cogne sur 800 pages. C'est très... Alors, je sais pas si j'y arrive, hein. Je ne me compare pas à James Ellroy, mais en tout cas, ça a été très inspirant pour moi. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à écrire de cette façon, en lisant Ellroy, peut-être en lisant que Ellroy. Mais enfin, il y a d'autres auteurs qui l'ont fait comme ça, hein. Mais le job, mon éditeur dit toujours pour rire, moi, mon job, c'est de te dés-Ellroyiser. Non, mais il y a aussi un point commun avec l'œuvre d'Ellroy, et en particulier sa trilogie, c'est que François n'hésite pas à s'attaquer à des sujets très amples sur la vie politique française des 20 dernières années, avec un mélange de personnages réels et de personnages fictifs. Donc, il a aussi ce qu'on retrouve dans certains romans de Ellroy. Mais au-delà de ça, il y a aussi un grand culot, un grand courage, parce qu'il est assez ambitieux à la fois dans son écriture et puis par l'ampleur des sujets dont il s'empare dans ses romans. Donc c'est pour ça qu'on a fait aussi ce point de comparaison, et je pense beaucoup avec l'intrusion de personnages de la vie politique française dans des romans noirs, contemporains. Oui, c'est vrai que je fais toujours quasiment toujours peut-être moins dans l'Ange Rouge, mais je fais toujours de la fiction du réel. Donc c'était très présent, notamment pour mon premier roman, La politique du tumulte, voilà, où il y avait vraiment un arrière-fond historique réel avec voilà, je mixe en fait la réalité et la fiction. Et puis, il y a toujours la thématique du pouvoir dans mes romans. Il y a toujours, je pense, il y a la thématique du rapport des hommes aux femmes, la thématique de la violence. Chez mes personnages, qui sont quand même tous hantés. Ils sont peut-être moins rédempteurs que chez James Ellroy, parce qu'il doit être... Je pense qu'il est chrétien et moi, je dois moins l'être que lui. J'étais baptisé à la mairie, moi, c'est pour ça.
Justement, en parlant de courage, Pierre, avec Tuer Jupiter, forcément, le courage, il y est. C'est-à-dire qu'il faut quand même être sacrément courageux pour assassiner un président de la République en place. Qu'est-ce qui s'est passé justement avec cette histoire? Pourquoi avoir fait ce choix extrêmement courageux? Est-ce que vous avez eu comment dire, des retours de bâton, entre guillemets, sur ce texte-là? Oui, j'étais convoqué à la GSI. Pas du tout, pas du tout. C'est pas une posture, mais il y avait pas du tout d'inquiétude de notre part, puisqu'en fait, je ne sais pas si vous avez lu le roman qui commence effectivement par l'assassinat d'Emmanuel Macron et l'hommage qui lui est rendu par la nation. Donc c'était bien avant l'affaire des Gilets jaunes, c'était juste après l'élection d'Emmanuel Macron. Et je trouve que le roman donne plutôt une image très positive d'Emmanuel Macron. Et c'était juste la thématique de la mort du roi, du corps du roi assassiné. Le livre commence, il est transféré au Panthéon, donc c'est vraiment de la fiction, puisque je ne pense pas que ça arriverait aujourd'hui. Et justement, le livre ne prêtait pas du tout le flanc à une quelconque accusation d'apologie du meurtre ou de quoi que ce soit. Le thème, c'était ça, c'était le complot qui arrive à l'assassinat d'Emmanuel Macron, complot international. Enfin, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu, mais qui était pour le coup un roman entièrement composé de personnages réels et de personnages qui parlent souvent à la première personne. Et c'était un roman, c'est un roman sans personnage fictif. Donc, c'était une belle prouesse littéraire de la part de François. Et il a eu d'ailleurs le prix du meilleur roman, je crois, 2018. Oui, meilleur exactement. polar, pardon. Ouais. Benoît, sauf si vous voulez intervenir, François, sur ce titre-là. Sur Tuer Jupiter? Non, mais en fait, après, je pense qu'il y a toujours, comme les romans, plusieurs niveaux de lecture. Mais moi, ce que j'avais fait, c'était vraiment. Je voulais vraiment faire une uchronie sur la datasphère. Là, et j'ai appliqué tous les codes de l'hypercommunication à la littérature. Et donc, le meurtre d'Emmanuel Macron, en fait, c'était juste un prétexte à sonder la datasphère telle qu'elle fonctionne actuellement, où on ne sait pas si la chloroquine est. Si Raoult a raison ou tort, on ne sait même pas qui est président de la République, qui est président des États-Unis d'Amérique. Et finalement, peu importe, l'essentiel, c'est ce qui se dit sur Twitter désormais. Donc, j'ai voulu vraiment faire un roman comme ça. Il n'a pas toujours été lu comme ça. Il a parfois été lu un peu comme un polar, parce que c'est ma littérature. Mais c'était vraiment voilà, le meurtre de Macron. J'avais d'autres choses à faire que tuer Emmanuel Macron. En fait, c'était pas un kiff, quoi. C'était pas du tout un roman militant, pour reprendre le propos de Pierre. C'était vraiment une façon, voilà, quoi. C'était violent, c'était très transgressif, comme fonctionne l'hypercommunication à l'heure actuelle. D'ailleurs, c'est un roman très macroniste, puisque François a transformé Emmanuel Macron en John Kennedy, donc il le rend encore plus sympathique. Et Brigitte en Jackie, surtout. Ouais. Ma question était surtout justement sur ça, parce qu'on sait que beaucoup de personnes parlent des livres, mais sans les lire. Et je voulais savoir justement si on ne retenait que l'assassinat d'Emmanuel Macron, ça aurait pu peut-être avoir des conséquences, sans avoir lu le livre. Mais en fait, c'est un roman où il y a un livre entre les lignes. Alors après, on peut le prendre au premier. On peut le prendre vraiment comme une satire du pouvoir très transgressive. Je dirais Molière postmoderne, où on se moque des puissants et de leur façon de gouverner. Voilà. On peut le prendre comme un polar qui fonctionne de façon antéchronologique, parce qu'il y a un complot, il n'y a pas une enquête, mais le lecteur est en train d'enquêter. Et puis après, on peut le prendre aussi comme une uchronie sur la datasphère, puisque j'avais mis en exergue Marshall McLuhan. Donc c'était l'explication de texte suffisait. Je cite souvent, sans me la raconter, Hemingway, mais quand il a écrit Le vieil homme et la mer, je suppose qu'on ne lui a pas posé trop de questions sur la pêche au marlin pour savoir si Santiago... c'est normal, vu comment il pêche, le vieux Santiago, il risque pas de prendre de poisson en 84 jours, quoi. Mais en fait, il y a des romans, en tout cas celui-ci, qui fonctionne aussi entre les lignes. Et Tuer Jupiter, c'était vraiment... Voilà. Après, ça fonctionne vraiment. Les niveaux de parole sont les mêmes, comme ça fonctionne sur les réseaux sociaux. Voilà, que Trump s'exprime sur Twitter. Oui, mais c'est le même compte Twitter que si Anthony s'exprime, moi je m'exprime. En fait, les niveaux de parole c'est tellement horizontal. Donc le livre est construit vraiment formellement comme fonctionne le monde de l'hypercommunication. Benoît ?
Oui, bonsoir à tous. Mais ma question, en fait, il y a eu beaucoup de réponses entre les interventions de Pierre et de François, puisque c'était autour de la politique. François nous a dit qu'il avait écrit pour les politiques. Et c'est vrai que c'est un tout autre contexte, bien cadré, avec les mots qui vont bien, le vocabulaire qui va bien, etc. J'en sais quelque chose. Et justement, est-ce que le fameux tuer Jupiter ou dans le sens d'écrire autour des thèmes politiques et du rôle de la femme, etc., on peut considérer ça comme une sorte d'exutoire? Bon, c'était le moment où je quittais la vie politique. Alors peut-être que tuer Macron, ouais, inconsciemment. Il devait avoir une part de refoulé. Non, ça n'allait pas du tout dans ma vie. J'ai quitté la vie politique en burn-out. Ça n'allait pas. Et j'ai eu cette idée d'ailleurs dans mon bureau. J'étais en train d'écrire un discours. J'étais au bord des larmes et j'ai eu tuer Jupiter. Ça m'est venu comme ça. Donc oui, il doit y avoir. En tout cas, c'est un matériau que j'utilise souvent. Beaucoup moins dans l'Ange Rouge, beaucoup moins dans mon second, Les Rêves de guerre. Parce que, ben, voilà, comme tous les romanciers, par facilité souvent. En fait, la vérité, c'est par facilité. On va utiliser ce qu'on a à proximité, quoi. Donc, les rapports familiaux, l'intimité de ses proches, c'est un peu, il y a toujours on est un peu des profanateurs quand même, quoi. Ou, ben, voilà, sa vie. Quand Jim Thompson écrit Ici et maintenant, c'est parce qu'il a travaillé dans l'aviation, quoi. Et donc, moi, j'utilise et comme je connais bien le fonctionnement de nos institutions et surtout, ce que je voulais montrer dans Tuer Jupiter, même si on n'est pas là pour parler de ce livre, c'est que ce qui compte dans la vie politique, c'est plus les rapports interpersonnels finalement que les grands textes de loi et, euh, et les idéologies, quoi. Donc voilà, Tuer Jupiter, ça m'a permis aussi de traiter ça. Voilà. C'est plus important de connaître la détestation de Sarkozy et de Fillon pour comprendre la vie politique française des 5 dernières années que la Constitution française, quoi. Voilà. Ouais, c'est certain. En fait, j'ai mal axé ma question. C'était plus autour de la liberté d'écriture, en fait. Oui. C'est toujours surprenant de décrire, on va dire, pour un politique avec ces mots qui vont bien, avec ces éléments de langage et surtout ne pas employer ci et surtout ne pas employer ça. Et justement, le fait d'avoir cette double possibilité d'écriture, ça doit faire bizarre quand même par moment. Ça libère, mais comme toujours quand on écrit un livre, on est tout de même prisonnier de ses personnages. Donc voilà, si vous, voilà, moi par exemple, il y a L'éloge funèbre est fait par Gérard Collomb. Bah, en plus, il est réel, donc le pacte avec le lecteur, bah, il faut que le lecteur s'imagine que Gérard Collomb parle comme ça. Je suis prisonnier de mon personnage. Donc il y a une forme de grande liberté parce que je peux préparer le corps d'Emmanuel Macron par une embaumeuse, voilà, pour avoir du culot. Et en même temps, je suis prisonnier parce que dans les mots, dans les attitudes, dans leurs fringues, dans leurs gestes, voilà, si vous lisez Brigitte Macron, bah, faut que ça ressemble à Brigitte Macron, quoi. Puis si vous lisez dans L'Ange Rouge un personnage de flic du SRPJ de Lyon, eh ben, il faut que le lecteur il se dise ah oui, un flic au SRPJ de Lyon, ça se passe comme ça, quoi. C'est un peu ce contrat tacite qu'il y a entre l'auteur et le lecteur de la crédibilité, quoi, de la vraisemblance. Alors justement, on passe à l'Ange Rouge avec grand plaisir. Le pitch de ce premier volume, hein, si j'ai bien compris, il risque d'y avoir une suite et voire une trilogie, voire plus. Ouais. Le pitch de ce livre, vous pouvez nous le faire, François? C'est une équipe d'enquêteurs du SRPJ, ils sont 6. Vous avez le personnage principal qui est le commandant Alain Dubac, son second qui s'appelle Nicole Piroli, la numéro 3 est procédurière, elle s'appelle Véronique Martineau, et puis en gros un groupe criminel du SRPJ, donc c'est 6 à 7 personnes. Voilà. Et Lyon est confronté en fait à un crime comme la France en a jamais sans doute connu. Vous voyez, un crime vraiment assez ignoble qui est commis dans la ville, puisqu'il y a un cadavre qui est livré sur une barque qui descend la Saône. Et le cadavre a été mutilé. Et donc, cette équipe d'enquêteurs, notamment le personnage principal Alain Dubac, puisque tout est écrit, enfin, c'est un livre qui est écrit à la première personne du singulier. Donc, c'est lui qui parle, tout est vu à travers son regard crépusculaire. Donc, en fait, le personnage principal, Dubac, raconte en fait justement l'enquête qui est menée par ses troupes, par ses boys et mamie. Il y a beaucoup de femmes dans ce roman, d'ailleurs, de personnages féminins forts, pour trouver qui est le tueur.
le tueur aux orchidées, puisque le tueur peint des orchidées sur le corps de ses victimes. Voilà. Stéphanie? Oui, bonsoir à tous. Alors moi, je n'ai pas encore lu le roman, mais je me demandais ce qui motive un auteur à choisir le genre du roman noir ou du roman policier enfin, à notre époque, quoi, en 2020. Est-ce que c'est parce qu'on est plus au cœur du réel? Est-ce que c'est parce qu'on arrive à s'emparer davantage, enfin, de plus près en tout cas, des questions de société? Enfin, est-ce qu'on est... ou alors, est-ce que c'est pour interroger la machine judiciaire ou, enfin, voilà, je me demandais comment on s'engouffre en plus derrière tous ceux qui ont vraiment marqué ce type de littérature. Comme je l'ai dit, ça vient de moi, ça l'a fait assez naturellement. Déjà, par héritage, je dirais, puisque ce que j'ai lu, c'est cette littérature-là. Ça me semblait d'ailleurs être assez puissant pour interroger le réel. Après, moi, ce que j'aime, c'est la littérature réaliste. Donc, voilà, dans mes auteurs préférés, j'ai Harry Crews, James Ellroy, Jim Thompson. Donc, c'était vraiment quelque chose qui me correspondait tout à fait. Et puis après, je sais que ce n'est pas très politiquement correct de le dire, mais j'ai toujours bien aimé les flics, en fait. Donc, voilà, c'est comme ça. J'ai toujours été... ça m'a toujours un peu fasciné, ce job des gens qui ont le monopole de la violence légitime. Donc, ça m'est venu finalement assez naturellement. Alors moi, je ne crois pas que je sois de l'école du roman noir. Bien sûr qu'il y a de la critique sociale dans mes romans, mais c'est pas, voilà, moi, vraiment, quand j'écris, le plus important pour moi, c'est le rapport esthétique au monde, c'est le style, c'est la façon dont je traite le réel, peu importe finalement le thème que j'aborde. C'est pas, voilà, je me dis pas, tiens, je vais faire un livre de critique sociale sur telle thématique. Je fais jamais ça, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont c'est mon point de vue, comment je vais observer le monde, qui va parler, quels sont mes personnages. Et puis après, voilà, l'univers, le registre de critique sociale ou de critique du pouvoir arrive, mais dans un second temps avec le matériau que j'utilise. Après, je pense que c'est vraiment un bon genre pour interroger ouais, c'est un bon genre pour interroger le réel et notamment toutes les formes de domination, quoi. Mais est-ce que vous faites une différence entre la littérature noire et la littérature blanche? Est-ce que ce que vous racontez, il faut forcément que ça passe par en fait les codes du roman noir, ou bien vous auriez pu faire un roman qui interroge de la même façon la société et sans avoir ces codes-là? Ouais, parce que je l'ai déjà fait. Mon troisième livre, je pense que c'est de la littérature blanche. D'ailleurs, il avait été sorti. Il n'a pas forcément été reçu comme ça, mais il a été sorti en rentrée littéraire par la Manufacture de Livres. C'est pas. Je pense que mon troisième livre, c'est pas vraiment un roman noir. Donc, je peux aussi faire de la littérature dite blanche, mais tous les livres que j'ai aimés sont des romans noirs. Donc, tous les livres que j'ai aimés dans ma vie sont des romans noirs. Enfin, ce que j'appelle roman noir, quoi. Mort à crédit, pour moi, c'est un roman noir. Les frères Karamazov, c'est un roman noir. Ouais. La Bible, ça doit être un roman noir aussi. Donc, toute la littérature, moi, tout ce que j'ai aimé, Harry Crews, c'est du roman noir. Les raisins de la colère, c'est du roman noir. Même John Fante, pour moi, c'est du roman noir. Donc, je sais pas, voilà, moi, quand je dis roman noir, ça dépasse largement le cadre de la littérature policière et du roman noir hard-boiled américain avec Chandler, Hammett. Non, c'est plus large que ça, quoi. Je suppose que Le bruit et la fureur, ça doit être du roman noir aussi, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment... C'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime, donc c'est ce que j'essaie de faire. Et puis après, il y a autre chose, c'est que moi, je fais assez attention au style et je me préoccupe beaucoup quand même des questions de genre, des catégories. J'aime bien les catégories. Je suis souvent avec des amis romanciers qui disent « Oh là, on est en France, il y en a marre, on est étiqueté, on est classé dans des catégories. » Et moi, j'adore ça, en fait, savoir c'est quoi un roman noir, le roman noir. L'idéal du roman noir, c'est quoi? Pour moi, par exemple, c'est La blonde au coin de la rue de David Goudis. Pour moi, c'est l'idéal type du roman noir. Voilà. C'est quoi l'idéal type du thriller? Ça doit être un Thomas Harris, quoi. Ça a été fait en film, Le silence des agneaux, quoi. C'est quoi l'idéal noir du thriller politique? Ça doit être American Tabloid de James Ellroy. J'aime bien, en fait, jouer. Alors après, dans tous mes romans, je pense que je joue avec les codes du genre, notamment dans L'Ange rouge, mais je l'avais déjà fait dans mon deuxième avec Les rêves de guerre.
je le fais dans tous mes livres, ça. J'aime bien en fait jouer avec les codes du genre dans lequel je m'inscris. Je fais très attention aux questions de forme et d'esthétisme en fait quand j'écris. C'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Sandra? Oui, bonsoir Camille, Pierre et François. Bonsoir. Je voulais vous interroger, François, sur le travail plutôt d'écriture et de construction narrative. Une enquête, ça a un début, un meurtre comme ce dernier roman, et puis une fin, généralement, il y a une résolution quand c'est possible. Est-ce que vous construisez comme un enquêteur, c'est-à-dire est-ce que vous reconstruisez un puzzle voilà, pour aller jusqu'au bout, ou est-ce que vous partez, vous, de la résolution, en fait, et puis finalement, vous remontez un peu le fil du cœur de l'enquête jusqu'au début. Enfin, voilà, de quelle manière vous envisagez-vous la construction narrative et comment vous travaillez? C'est-à-dire, est-ce que tout est en bazar au départ et puis vous reconstruisez après, ou est-ce que finalement, voilà, tout est linéaire et on part du début jusqu'à la fin en tant que vous, écrivain? Je fais pas toujours la même chose. Mais en fait, j'aime pas écrire. Il y a des romanciers qui écrivent quasiment toujours le même livre et toujours des grands livres. Genre Ross MacDonald, c'est quasiment toujours le même livre, mais c'est toujours des grands livres. Et c'est l'auteur préféré de mon père, j'en profite pour le dire. Et moi, je fonctionne pas. Voilà. Déjà, mes livres sont très différents, je pense. Mes 4 romans, au-delà du style, je pense qu'il fait la cohérence des 4 romans. Mais sinon, mes 4 livres sont très différents. Donc, pour la politique du tumulte, il me faut toujours, en tout cas, le premier chapitre, le dernier chapitre et le titre avant d'écrire, sinon je ne peux pas écrire. Donc, ouais, pour mon premier roman, je n'avais pas de plan et j'avais mon début, ma fin, et je suis allé à Rome sans carte, quoi. Je suis parti de chez moi, je suis allé à Rome, sac à dos. Et pourtant, le roman est très ample. Il y a plein de personnes qui disent mais c'est impossible, tu as forcément fait un plan, il y a trop de personnages. Je n'avais pas fait de plan. Voilà. Pour mon deuxième, j'avais un peu plus structuré, mais je me suis permis de perdre du temps, voilà, parce que c'est un polar, mais par exemple, il y a 30 pages, c'est un polar qui va vite de 220 pages, et il y a 30 pages sur quelqu'un qui regarde une émission d'apostrophe, donc les lecteurs de romans noirs, ils lisent ça, ils disent, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Le troisième, j'ai fait de l'antéchronologique. Donc là, le roman a été écrit en antéchronologique et il est présenté ainsi. Donc ça commence par l'enterrement d'Emmanuel Macron, la panthéonisation, et on remonte dans le temps. Mais je l'ai écrit comme ça, en fait. Je l'ai écrit en partant de la fin pour aller au début. Et je dirais que le plus gros chantier, c'est quand même le dernier, L'Ange Rouge. Ce livre a été quand même un chantier. Je l'ai écrit une première fois. Je l'ai réécrit une deuxième fois. Je l'ai réécrit une troisième fois intégralement. Et j'avais 800 000 signes à la fin. Donc, quand j'en suis arrivé à 800 000 signes, j'ai pris la décision, 1, par moi-même, et 2, sur les conseils de mon éditeur, de réduire. Et donc, j'ai coupé 200 000 signes. Et quand j'explique ma façon d'écrire, ce qui m'intéresse le plus, ce n'est pas forcément le premier jet. Moi, j'écris plus quand je réécris et quand je corrige, quand je travaille. Alors, sur L'Ange Rouge, j'ai eu un gros travail de ce qu'on appellerait au cinéma le montage. Ouais, j'ai coupé 200 000 signes, mais je n'ai pas coupé que de la description. J'ai coupé beaucoup d'actions, en fait. J'ai coupé beaucoup d'actions pour essayer de resserrer au maximum l'intrigue. Alors ça, pour le coup, en méthode de travail, ça peut plus ressembler à Elroy que mes premiers romans, parce que Elroy fait comme ça, voilà, il a un pavé énorme, et puis après, il taille, il rabote, ça fait toujours un gros livre. Donc moi, celui-ci fait 520 pages, mais il aurait pu en faire 720, 750. Donc voilà, il y a eu un travail sur l'action, le déroulement de l'action, pour resserrer au maximum et chercher une sensation qui correspond au style, qui est assez scandé en fait, de vitesse, pour que le lecteur soit happé, le tenir en haleine en fait, tout simplement. Pour que le lecteur il a envie de retrouver le personnage. J'ai fait assez attention d'essayer de faire ce qu'on appelle un page turner, quoi. C'est la première fois d'ailleurs que je fais ça. Où est-ce qu'on coupe la fin du chapitre, par exemple, pour tenir le lecteur en haleine. Donc il y a eu vraiment un énorme job pour écrire 3 fois un livre déjà,
le monter à 800 000 signes, le couper en termes de narration. Et puis après, sur tous mes textes, je travaille quand même beaucoup mes textes avec mon éditeur, mais aussi tout seul. En fait, je me corrige. Je fais 100 fois chaque phrase, à peu près, enfin, entre 50, 60, 70 fois, 100 fois, pour trouver le bon mot, pour trouver le bon rythme, pour trouver la bonne sonorité, la bonne musicalité. Parce qu'en fait, quand j'écris, j'entends quelqu'un qui me parle en règle générale. Enfin, il y a comme une intériorité. Je fais souvent référence à Stephen King parce que j'aime bien son livre Écriture, qui est un très bon livre sur l'écriture, où il dit je laisse faire les ouvriers du sous-sol. Moi, je dis toujours j'ai les ouvriers du sous-sol et il y a une permanente au mégaphone parce que c'est une femme en règle générale. Enfin, c'est une femme en fait. Donc, j'ai une petite voix, une petite musicalité en fait, et j'écris parfois en transe, ça m'arrive, mais pas tout le temps. Mais je crache en fait, je dirais ce que j'entends. Et c'est très sonore et très musical, alors, ou peut-être pas pour tout le monde, mais ça l'est pour moi. Donc, j'écris ce que j'entends, je dirais. Et donc, c'est un espèce de gros bazar en plus, parce que c'est écrit quasiment en phonétique avec énormément de fautes d'orthographe. C'est vraiment, donc au clavier, et c'est vraiment un gros bazar après. Donc, il faut que après, je recalibre, je retravaille le texte et je cherche. Et puis après, je fais attention parce que je considère qu'il y a des règles d'écriture, il y a des règles en fait propres à chaque langue. Et il y a des règles en français qu'il faut connaître et qu'il faut appliquer. Mais il y en a une, par exemple, notamment quand on écrit, l'auteur, il a besoin de se repérer dans son intrigue ou dans sa scène. Donc, il met beaucoup de compléments circonstanciels et de temps ou d'espace. Mais en fait, c'est l'auteur qui a besoin de ça pour se repérer. Donc moi, j'en fais beaucoup sauter, notamment après à la relecture, parce que le lecteur, lui, il n'a pas besoin de ça. Ce sont des repères d'écriture. Donc quand je suis passé de 800 000 à 600 000, j'ai notamment fait sauter beaucoup de compléments circonstanciels. Après, j'ai une inversion pour les adverbes, par exemple, aussi. Alors ça vient de la lecture de Stephen King. Parce que, voilà, alors, c'est anglo-saxon, donc ce n'est pas tout à fait le même débat. Mais en France, vous avez beaucoup de fautes. Enfin, l'adverbe est souvent un mauvais ami. Alors moi, je ne l'aime pas déjà en règle générale phonétiquement, l'adverbe, mais vous pouvez pas dire. En fait, je considère que c'est pas qu'on ne peut pas dire Alexandra a descendu rapidement la colline. Non, c'est Alexandra a dévalé la colline. En fait, il y a un verbe qui existe. On ne descend pas rapidement, on dévale. Et donc, il y a tout ce travail où Dubac a fermé violemment la portière. Ben non, Dubac a claqué la portière, en fait. Il y a un mot qui existe. Et donc, il y a tout ce travail quand on écrit pour aller chercher la précision, le mot juste, le mot qui convient. Voilà, examiner, c'est examiner. Un flic qui calibre quelqu'un, quand il le regarde, ben, c'est calibré. Et donc, je vais chercher, en fait, j'essaie de trouver le mot qui correspond plus à la réalité que j'essaie de retranscrire, mais je travaille vraiment beaucoup les textes, notamment avec l'éditeur. Ouais. Et je le dis tout le temps aussi parce que moi, je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir un éclair de génie qui descendait du ciel et qui m'avait donné la grâce. Ouais, c'est un travail souvent collectif, c'est assez laborieux, il faut travailler. Et c'est un peu... En fait, après, il n'y a que mon nom sur la couverture. Alors, l'éditeur a la bonne idée de mettre, enfin, à la manufacture de livres, c'est comme ça, il met tous les gens qui ont collaboré au texte à la fin du roman. Et donc là, moi, j'ai eu 2 éditeurs, j'ai eu Pierre Fourniot, puis j'ai un autre éditeur qui s'appelle Jean-Jacques Rebout. Et donc, on travaille, en fait, parce que pour progresser, il faut avoir un mur en face de soi pour rebondir, où il dit non, ça ne va pas. Et pourquoi là ton flic il paraît un peu raciste alors qu'il ne l'est pas trop depuis le début du livre. Donc, voilà, il y a tout un tas de débats et finalement donc, il y a tout un truc qu'on fait en solitaire, un travail en solitaire, et puis il y a aussi c'est assez collectif, notamment lors de l'édition où il y a énormément d'échanges. Il y a énormément d'échanges et parfois pour des détails mais qui peuvent changer un livre. Moi, je donne toujours l'exemple avec Pierre. On avait eu un gros débat sur mon 2e roman sur la voiture. En fait, la voiture est l'un des personnages principaux du livre. C'est 2 flics qui montent dans une voiture pour aller au bord du lac Léman. Et moi, ils montaient dans une DS. Alors que ça se passe en 1980, dans les années 90. Et Pierre m'avait dit, alors moi, j'aimais bien Mythologie de Roland Barthes. Je crois que j'avais la couverture en tête. En fait, c'est une DS. Et Pierre m'avait dit, mais non, ça ne va pas, c'est trop mythologique. Alors, comme j'avais roulé en CX Break quand j'étais petit, j'ai mis une CX Break
Et ça a changé le roman, et ça vient pas de moi, en fait. C'est mon éditeur qui m'a dit, mais là, ta bagnole, ça va pas. Et une marque de bière, une voiture, ça peut changer, en fait. Une voiture, c'est un personnage principal, ça peut changer, en fait. Peut changer un livre. Donc, c'est beaucoup de travail, c'est assez laborieux. Et puis, il faut relire, retravailler, recorriger, graisser quand il faut graisser. Mais moi, je coupe plus, je dégraisse plus que ce que je graisse quand je corrige. Mais en gros, j'écris en me corrigeant. Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez réécrit intégralement deux fois le roman. Est-ce que Pierre est intervenu dans ces réécritures ou au contraire, vous vous êtes censuré, entre guillemets, tout seul en étant perfectionniste? Non, mais en fait, ce roman-là, je voulais vraiment faire un thriller. Et c'est un genre que j'avais jamais, voilà, j'avais jamais creusé ce genre-là. Et j'ai vraiment tâtonné pour le trouver. Et c'est pas tant... quand je dis je l'ai réécrit 3 fois, l'intrigue a un peu changé, mais ce qui a le plus changé, ce sont les personnages et le style, en fait. Sur ce roman-là, pour trouver le bon ton, en fait, j'ai eu plus de travail que sur mes 3 précédents où c'était venu plus naturellement. Donc, j'ai réécrit 3 fois. J'ai beaucoup, notamment les personnages, parce que voilà, je voulais écrire un thriller. Et c'est vrai que peut-être en tout cas, ouais, dans Tuer Jupiter, les personnages n'ont pas finalement ils ont une importance, mais on les connaît. À 95%, ce sont des personnages réels. Mais là, pour la première fois, en fait, je me suis attaché aux personnages. Donc, ils ont changé de psychologie entre les 3 versions. Ils ont changé de nom, ils ont changé de psychologie, et ils ont changé surtout de rôle entre eux. Ouais, les relations entre les personnages ont été vraiment bouleversées entre les 3 versions. Et j'espère, enfin, Pierre m'a dit que on avait bien fait de faire la 3e version. Je pense aussi qu'elle est mieux. Mais c'est surtout, non, il y a eu un gros job sur les personnages pour qu'ils soient attachants, pour qu'ils soient profonds, quoi. Qu'ils soient fouillés. Justement, par rapport au nom des personnages, on est toujours saisi par les noms justement choisis. C'est très difficile de choisir des noms. Là, Alain Dubac, je trouve que ça marque quand même. Vous avez dit que les noms avaient changé. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de nom qui a changé, par exemple? Est-ce qu'Alain Dubac s'appelait Alain Dubac dans les premières versions? Non, il ne s'appelle pas du tout comme ça, mais je ne peux pas donner le nom. C'est intime, Dubac, je ne vous le donne pas. Mais par exemple, Nicole Piroli, elle s'appelait... C'était pas du tout Piroli, elle s'appelait... Bon, déjà, Nicole Piroli, elle a déjà été un homme dans le livre. Et elle est devenue une femme. Donc, elle avait un nom d'homme. Mais dans une préversion, on va dire ça comme ça. Et non, c'est assez important. Enfin, je ne réponds pas du tout à la question, mais je suis un peu désarçonné parce que la question des noms, en fait, c'est super important pour moi. Alors, j'ai fait de la socio et de la linguistique, mais j'essaie de donner le nom juste. J'aime pas trop les romans noirs. Il y a pas mal de romans noirs comme ça où il y a des prénoms ou des noms qui sortent de nulle part. Et en règle générale, ça m'agace, ça m'énerve. Alors, ça m'énerve, sauf si c'est pas... Parce que moi, c'est de la littérature réaliste quand même. Donc, il faut que ça corresponde. Ouais, c'est en 1993. Ben, comment je vais chercher, en fait, les prénoms. Il a tel âge, Alain, je vais chercher, en fait, quel prénom était le plus donné quand il est né, quoi. Bon, Alain, c'était le numéro 3, en fait. L'année de sa date de naissance, donc je l'ai appelé Alain. Et après, il faut que ça sonne, j'aime bien que ça sonne juste, quoi. Que ce ne soit pas des noms un peu qui sortent de nulle part. Donc, je fais très attention. Je prends souvent des noms que je connais aussi autour de moi, puisque Piroli, alors je ne l'ai pas orthographié pareil, mais c'est une personne, je connais un Piroli, donc dans la région lyonnaise en plus. Donc, voilà, j'ai choisi le nom Piroli comme ça. Et Véronique Martineau, bah, c'est pareil, en fait, c'est le nom de famille d'une amie à moi. Donc, je le dis aux gens, je le dis avant. Il y a Ahmed qui a disparu, qui s'appelle Villard maintenant. Ouais, alors voilà, typiquement, voilà, alors c'est pas avec l'éditeur, avec les 2 éditeurs du grand format, mais c'est avec l'éditrice Poche qui a lu avant impression, qui s'appelle Nathalie Bonnat. Elle a lu le texte et j'avais mis un Ahmed, mais c'était ridicule en fait. Il s'appelait Donald Ahmed, mais c'est pourquoi pas Donald Chandler, c'était juste
C'était un mauvais hommage, en fait. En plus, le personnage est sympa, mais pas plus que ça. Donc, elle m'a dit, et en plus, c'est une spécialiste de Dashiell Hammett qu'elle a traduit, etc. Elle m'a dit, mais. Et c'est vrai que c'était. Parfois, on est tenté quand on écrit de vouloir mettre un peu des petits hommages, mais ça sonnait pas du tout. Et par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Damien Dantec dans le livre, et je l'ai pas fait en pensant à Maurice G. Dantec. J'y ai pensé a posteriori. Et je l'ai laissé pour le coup, parce que ça fonctionne bien. Mais Donald Hammett, ça ne fonctionnait pas du tout. Mais Damien Dantec, c'est bien parce que c'est un chrétien d'extrême droite, ça fonctionnait. Monique Dantec. Je posais la question parce que c'est vrai qu'en plus, si c'est une nouvelle série que vous allez composer, on se souvient tous de Harry Bosch ou de Kurt Wallander, par exemple. C'est vrai que les personnages sont véritablement marquants. Donc, je ne sais pas combien de tomes vous avez prévu à cette série ou encore peut-être pas totalement. Mais je ne sais pas si ce sera une série ou trilogie, quatuor. Je ne sais pas exactement. J'ai déjà commencé là, le deuxième. Mais les personnages en seront… oui. Dubac et Piroli, oui. Dubac et Piroli, oui. Mais on ne les prendra pas forcément sans rien révéler. Je sais bien que ça ne se fait pas forcément, mais je ne suis pas certain que ce soit chronologique. Peut-être qu'on remontera, peut-être qu'on les prendra avant, en fait, avant l'Ange Rouge. C'est encore mieux. J'ai des grosses difficultés à écrire sur l'époque contemporaine. Je n'aime pas le monde dans lequel on vit et je veux absolument… Parce que si je fais un thriller là, à l'instant T, avec les nouvelles technologies, non, mais ça, je ne peux pas, en fait, je peux pas écrire. Je peux pas écrire à l'époque des smartphones, de Twitter et des chaînes YouTube. C'est impossible, en fait. C'est sans doute… je l'ai fait pourtant avec Tu es Jupiter, c'est vraiment… Voilà, mais je l'ai fait une fois, j'ai écrit là-dessus, c'est fait. Et je situe toujours mes intrigues, on va dire, au tournant du siècle. Années 90, 2000, c'est ce que j'aime bien traiter. Donc oui, on retrouvera ce flic Alain Dubac et Nicole Piroli, qui sont un peu des mix. Quand on écrit, pour continuer de répondre à une question qu'il y a eu sur l'écriture, on essaie de prendre, en fait, voilà, Dubac, je me suis inspiré de 3 personnes pour le créer. La première personne, c'est un de mes meilleurs amis qui a un pouvoir de séduction sur les gens, pas forcément sur tout le monde, en fait, hommes, femmes, etc. C'est quelqu'un qui a un pouvoir de séduction de dingue. Donc j'ai pris ce côté de la personnalité assez solaire, en fait, qu'il a, que j'ai mis chez Dubac, puisque voilà, il n'y peut rien, en fait. Les gens le trouvent séduisant, alors qu'il n'est pas du tout comme ça. Lui, ça le dérange. J'ai pris aussi un peu de la biographie de Patrick Dewey, parce qu'il a une mère qui veut à tout prix qu'il soit acteur. Voilà, et en fait, il a une enfance assez pourrie par sa mère qui le pousse à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Et donc, lui, c'est assez important d'ailleurs dans le livre, parce que ça participe à le déstructurer, en fait. Et lui, pour la faire chier, en fait, il devient flic. Et puis, j'ai pris une partie de moi-même, pour dire la vérité, parce que c'était une période de ma vie, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout un rapport de domination sur les femmes, à la différence de pas mal de héros de polar, pour le coup, dans le genre. C'est plutôt quelqu'un qui est dominé par les femmes, parce qu'en fait, il vient de se séparer et il est confronté. Enfin, voilà, il aime quelqu'un qui ne veut plus de lui. Et ça correspondait exactement à ce que j'étais en train de vivre. Donc, et c'était assez déstructurant pour moi. Donc, j'ai fait un petit mix comme ça. Et donc, ça me fait un personnage assez complexe, voilà, qui a une histoire assez compliquée avec sa mère, en fait. Une éducation qui lui pèse, qui est confronté, qui est en grande détresse sentimentale. Et puis, en même temps, il a cette espèce de pouvoir sur notamment les femmes et son entourage où il est très séducteur. Et pour Nicole Piroli, pareil, je me suis inspiré de différentes personnes, dont un homme puis une femme qui est la meilleure amie de ma mère et qui est un espèce de monstre de la nature. Alors si vous la voyez maintenant, vous ne direz pas parce qu'elle doit peser 50 kilos, mais moi quand je l'ai connue, elle était beaucoup plus volumineuse et c'était une force, c'était quelqu'un qui habitait dans le sud de Lyon et qui était paysanne et qui était une force de la nature. Je l'ai vu soulever des voitures, pas intégralement, mais j'ai vu se mettre derrière un pare-choc de GS
et soulever la GS toute seule comme ça. Une espèce de force de la nature. Donc, je me suis un peu inspiré aussi de cette personne. On s'inspire pour essayer de créer. Alors, je crois que c'est l'un des personnages le plus attachant. En tout cas, c'est le personnage auquel je me suis le plus attaché. Moi, Nicole Piroli dans ce livre-là. Parce que c'est une figure à la fois assez paternelle pour toute l'équipe en fait, du SRPJ. Et puis, elle est vraiment... voilà. Et je me suis inspiré aussi d'une autre personne parce que elle lit... elle a lu le livre des esprits d'Alan Kardec. Et donc, elle est prétendument médium. Donc, voilà, elle est assez portée par le spiritisme. Donc, ça fait aussi une espèce de personne un peu baroque, force de la nature, qui lit le livre des esprits et qui distribue des bonbons à ses futures victimes parce qu'elle est excessivement violente. Et ces bonbons, en fait, traduisent son humeur du moment. Donc, si elle mange une fraise tagada, c'est qu'elle est de bonne humeur. Si elle donne un réglisse, c'est que ça va très, 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 très mal se passer parce qu'elle n'aime pas les réglisses. Okay. Je ne sais pas du tout si j'ai répondu à ta question. C'est très bien, c'est très bien. Mais on va les retrouver, oui, on va les retrouver, c'est sûr. Amandine ? Bonsoir François, vous avez déjà suggéré que les lieux étaient très importants pour vous. J'aimerais en savoir un peu plus là-dessus. Comment vous faites pour vous en imprégner? Parce que, voilà, si vous pouvez nous en dire un peu. Les lieux? Oui, par exemple, vous avez dit que vous étiez allé à Rome pour écrire le roman. Vous avez visité Rome pour l'écrire. Comment vous avez procédé? Non, celui-ci, je ne suis pas allé à Rome, celui-ci se passe à Lyon, mais en tout cas, j'ai un rapport. En tout cas, Lyon est vraiment l'un des. Enfin, Lyon est peut-être le personnage principal du livre. Voilà, c'est ma ville, c'est là où je me sens, même si j'y habite plus désormais, mais c'est vraiment le lieu auquel je m'identifie le plus. Donc, c'est une ville que je connais bien, puisque j'y suis né, que j'y ai vécu 20 ans. Et le Lyon que je retranscris ne correspond pas du tout à l'image. Moi, quand j'en parle à l'extérieur de ma ville, on me dit toujours c'est une ville bourgeoise et secrète, Lyon. Et bon, effectivement, je pense que Colomb a pris des décisions dans les arrière-cours politiques et chez les francs-maçons pour devenir maire de Lyon. Il y a un peu de secret, il y a une petite société de cours parallèle. Oui, c'est une ville assez bourgeoise, enfin, comme dans toutes les grandes villes. Il y a Mais moi, je ne ressentais pas du tout. Mon Lyon mythologique, ce n'est pas ce Lyon-là, en tout cas. Donc, j'ai essayé de retranscrire le Lyon que je connais, enfin, tel que je me l'imagine. C'est surtout ça. Mon vrai Lyon, mon Lyon mythologique. Donc déjà, pour moi, c'est une ville assez populaire. Il y a un Lyon vraiment populaire. Pour les gens qui ne me croient pas, je dis, suffit, allez regardez les plats qu'on sert aux gens. En gros, je dis toujours, c'est une ville où on sert des plats du pauvre à des bourgeois, quoi. Vous voyez, je veux dire, toute la cochonaille, etc., les mâchons le matin. C'est une ville très populaire que moi j'ai vécu notamment avec mon papa quand j'étais plus jeune, où j'allais jouer aux cartes dans des clos ou dans des bistrots qui n'avaient même pas la licence 4, où on servait que de la bière et du vin rouge, ou des espèces de tripots où il n'y a que des pauvres, en fait, hein, pour dire la vérité, des gens qui vivent dans des foyers Sonacotra ou des gens qui viennent de classes populaires dans le sud de Lyon, dans l'est de Lyon. Donc il y avait ce côté-là de Lyon. Ensuite, c'est une ville très criminelle. Et elle n'est pas perçue comme ça parce que ce n'est pas une ville mythologique. Et ce n'est pas une ville mythologique en littérature. Vous avez Marseille qui est une ville assez mythologique parce qu'il y a Jean-Claude Izzo qui a fait... déjà, Marseille est mythologique. La French Connection, Le Crime à Marseille. Vous avez Jean-Claude Izzo qui a fait ses livres sur Marseille. Et puis Paris qui est une ville assez mythologique. Mais criminelle. Mais Lyon, c'est une ville très criminelle. C'est une ville... Déjà, c'est une vraie ville de la prostitution, puisque avant qu'ils ferment les maisons closes, la rue Mercière, où tout le monde va, où il y a les restos à touristes, comme on dit, c'était juste un bordel à ciel ouvert. Il y a un commissaire qui s'est fait vider dans les années 70. Il y en a un autre qui vient de se faire vider pour proximité avec la pègre, qui s'appelle le commissaire Néret. Il y a un juge qui a été assassiné. Pierre publie des anciens truands, dont un est un ancien truand lyonnais. Il y a eu le gang des Lyonnais. Voilà, c'est une ville, en fait, très, très criminelle. Mais c'est une ville criminelle. À Marseille, on rencontre toujours un obstacle. À Lyon, ça se passe
Voilà, c'est fluide. C'est une criminalité voilà, assez fluide. Et donc, voilà, ça m'a permis de traiter cette ville qui est criminelle, aussi populaire voilà, et sombre, avec la prostitution. Voilà, ces thématiques sont traitées dans l'Ange Rouge. Et c'était très important pour moi de... Enfin, c'est pas que c'était important, c'est que ça allait de soi, en fait. J'aurais pas pu écrire ce roman dans une autre ville, en fait. Mais il a fallu attendre le 4e quand même. Non, parce que le deuxième, il vient de Lyon, en fait. Alors, il y a une scène. Il y a 2 scènes, en fait. Il vient du sud de Lyon, il vient de Oulin, du quartier de La Saulée, le héros. Il s'appelle Michel Molina et il vient donc de Lyon. Et le premier, La politique du tumulte, ça se passe à 90% à Lyon. Parce qu'en fait, Lyon est la capitale politique du pays, l'espace d'un livre, quoi. Tout se passe à Lyon parce que Paris, c'est trop proche du pouvoir. Et en fait, il y a une affaire qui surgit à Lyon. Donc, il y a un colonel de la DST qui est sur Lyon et qui est là pour nettoyer. Et qui est le personnage principal du livre. Il est corse, mais voilà, il s'appelle Patrick Segondi et tout se passe à Lyon. Donc, en fait, il n'y a que sur Tuer Jupiter. Mais je pense que Tuer Jupiter, mis à part le style, c'est vraiment un livre un petit peu à part dans mon œuvre. Voilà. Je pense qu'il y a... les 3 autres, c'est du polar, on va dire ça comme ça. La politique tumulte, Les rêves de guerre, L'Ange Rouge, ce sont des polars. Tuer Jupiter, c'est un livre de littérature blanche, une uchronie sur la datasphère. Même si j'ai repris les codes du thriller, etc., et que je m'en suis servi, et du polar à l'intérieur du livre, mais c'est pas un polar. Martine ? Oui, bonsoir à tous. François, vous nous avez dit que donc, L'Ange Rouge était le premier d'une trilogie ou d'une série. Et je voulais savoir qu'est-ce qui vous avait donné envie d'un seul coup de vous lancer dans une série. Est-ce que avant l'écriture de L'Ange Rouge, vous aviez déjà cette idée en tête d'une série? Ou est-ce que c'est au fur et à mesure de l'écriture? Est-ce que vous vous êtes attaché aux personnages et vous avez eu envie de les retrouver? Là, c'est exactement ça. Je préparais ma réponse, mais vous l'avez donnée en posant la question. C'est pour la première fois, peut-être, sur mon premier roman, La politique du tumulte, j'avais bien aimé un personnage qui est le salopard. Et j'étais attaché à lui. Mais après, sur mon deuxième roman, je me suis moins attaché au personnage. J'en ai qu'un qui est attachant dans le deuxième roman. Le troisième, bon, j'aurais pu m'attacher à Emmanuel Macron, mais je l'ai tué. Et en fait, dans L'Ange Rouge, j'ai été pris à mon propre jeu parce que j'ai vraiment essayé de respecter le contrat du thriller finalement qui est, voilà, il faut que le lecteur ait de l'empathie pour le personnage, que le personnage soit positif, négatif. Il faut que le lecteur ait de l'empathie et après, quand le personnage est en danger, eh bien, voilà, le lecteur le ressent fortement. Et en fait, ça l'a fait sur moi. Alors, je ne sais pas si ça le fait sur les lecteurs, mais j'ai construit des personnages que j'ai trouvé assez attachants en fait à écrire. Et j'avais envie, à chaque fin de chapitre, j'avais envie de notamment les 4 personnages principaux, quoi, un homme et 3 femmes. J'avais envie de retrouver, peut-être moins du bac, mais j'avais envie de retrouver vraiment Mamie. J'avais vraiment envie de retrouver Véro. Et j'avais vraiment envie de retrouver une psychiatre qui vient du Paris, qui s'appelle Monique Chabert dans le roman. C'était 3 personnages, en fait. Donc ça tombe bien, elles sont quasiment dans tous les chapitres. Mais quand je les laissais, j'avais envie de les retrouver. Et je me dis que j'en ai pas fini avec ces personnages-là et que j'ai envie de les retrouver dans une autre histoire. Donc, notamment Dubac et Mamie, pour comprendre en fait pourquoi Dubac est dans cet état d'instabilité identitaire. Enfin, il ne sait pas ce qu'il est. Il est vraiment faible en fait. On a souvent des personnages de flics quand même qui sont détruits, qui sont dépressifs. Voilà, qui boivent, lui, il ne boit pas d'alcool. C'est un ancien toxico parce qu'il a travaillé au stup, mais sinon, il n'a pas d'addiction, il n'est pas violent. Et en fait, il n'est pas fort, quoi. C'est un personnage qui a vraiment de grosses faiblesses. Et d'ailleurs, il foire plutôt l'enquête sans rien révéler. Il n'est pas adapté. Et lui, il devait faire acteur ou top model. Et il se retrouve... il est flic et il doit gérer une équipe. Il n'a pas un sens du management très développé. Et donc, je crois que ce personnage a encore beaucoup de ressources. Et donc, j'avais envie de le retrouver, notamment comprendre pourquoi il est comme ça, donc notamment le retrouver avant. Voilà, comprendre ce qui est arrivé à ce pauvre gars pour
il soit dans cet état qu'il n'arrive même plus à savoir ce qu'il est. Il ne sait pas quelle est son identité. En fait, il se cherche tout le long du livre. Il ne sait pas qui il est. Je ne sais pas s'il le trouve vraiment à la fin de l'Ange Rouge, mais il ne sait plus qui il est. Il a perdu, voilà. Il a perdu quelqu'un avec qui il était très fusionnel. Et quand on perd quelqu'un avec qui on est très fusionnel, enfin, en tout cas, moi, ça m'est arrivé à titre personnel. Je dirais, j'ai quasiment partagé mon identité avec une autre personne pendant longtemps. Et quand j'ai perdu cette personne, en fait, j'ai eu l'impression que je perdais une partie de moi. J'ai perdu. Et lui, il est dans cette espèce d'état-là où la femme de sa vie l'a quitté, en fait, et il sait plus, il n'a plus de repères. Il a perdu une partie de lui. Et il a des grosses difficultés, en fait, à vivre avec ce poids-là. Et il espère toujours qu'elle va revenir. Mais bon, il la suit, etc. Mais a priori, elle ne revient pas. Hein. Elle s'appelle Alexandra, d'ailleurs, dans le livre, si vous l'avez lu ou si vous le lisez. Et donc, c'est les personnages, ouais. Les personnages qui me donnent envie, en fait, de continuer avec eux parce que je me suis attaché à eux ou je les trouve intéressants ou qu'ils ont de la ressource. Ouais. Isabelle ? Oui, bonsoir. Moi, j'avais une petite question concernant, parce que vous êtes très, très attaché aux détails, vous avez expliqué. Enfin, moi, je trouve ça super passionnant et fascinant, la façon dont vous parlez de votre écriture. Et par rapport aux personnages, vous vous attachez donc à avoir des prénoms qui correspondent aux années que vous évoquez. Et je trouve ça super parce que franchement, je trouve ça hyper agaçant d'avoir des personnages qui ont des prénoms qui n'existaient même pas en fait, à l'époque où l'histoire est censée se passer, les voitures, etc. Est-ce que vous passez du temps aussi justement avec des policiers pour de l'époque, avec les méthodes de l'époque? Est-ce que vous faites aussi ce travail-là avec du coup des personnes qui ont travaillé ou qui travaillent encore dans la police pour aussi dans le même souci de précision? Alors, non, mais je vais le faire. Enfin, oui et non, et je vais le faire sous peu. Parce que j'ai échangé hier avec un commandant de police au SRPJ de Lyon qui est dans mes relations et je lui ai dit, mais je l'envoie où le bouquin? Et j'avais parlé avec lui d'aller en immersion en fait dans une brigade. Et je pense que je vais le faire si on a les autorisations. Donc je vais aller le faire. Après, je me suis beaucoup documenté. Et puis ensuite, j'ai des amis avec qui je parle beaucoup. Et j'ai notamment un ami, pour ne pas le citer, peut-être que vous avez déjà lu ses livres, avec qui j'ai beaucoup parlé de son métier, qui est romancier, qui s'appelle Laurent Guillaume. Qui a été publié à la Manufacture de livres où en fait des fois je lui vole des histoires, voilà. J'aime bien les histoires de flics, j'ai lu, voilà. Après j'ai lu de la littérature criminelle, voilà. Mon père m'a raconté des histoires, c'est des choses, c'est mon rapport en fait aux flics. J'ai toujours été intrigué par ces personnes. Comment on fait quand on a le droit d'être violent, en fait. Comment on fait pour gérer ça? Parce que nous, on n'a pas le droit de l'être, donc on sait comment on le gère. Mais comment on fait quand on a le droit d'oppresser, quand on a le droit d'être violent, quand on a le monopole de la violence légitime, c'est vrai. Donc oui et non, je dirais. Oui, de seconde main avec Laurent, enfin de première main avec Laurent, de seconde main en me documentant. Ouais, dans le livre, ouais, j'essaie notamment de respecter la procédure aussi de l'époque. Alors, ouais, j'étais avec quelqu'un qui était dans l'univers juridique, donc c'est pas tout. J'essaie d'être juste, voilà quoi. Voilà, le procureur, le juge d'instruction. Il n'est pas procédural le roman, mais je pense que la procédure judiciaire à peu près, voilà, est à peu près respectée. Et donc normalement, ouais, je devrais aller. Enfin, j'espère pouvoir aller au SRPJ de Lyon, m'immerger dans une brigade quelques jours. Hein. Pas y passer mon temps pour voir comment ça se passe. Mais si vous prenez quelqu'un comme Elroy, c'est quelque chose qu'il a fait aussi. Il était très très fan d'un flic qui écrivait qui s'appelle Vambo. Et voilà, il a beaucoup lu. Vous le retrouvez aussi. Après, vous le retrouvez en littérature. Hein. Faut pas avoir. En fait, faut pas. Il y a des romanciers, je trouve, qui parfois, quand je les écoute, qui ont cette espèce de cette illégitimité à raconter. Mais on n'est pas journaliste, on ne fait pas des documentaires, en fait, on fait de la littérature. Donc on a un pacte de crédibilité avec le lecteur. Il faut que quand le lecteur il dise, par exemple, moi, une scène d'autopsie, bah oui, je l'ai fait avec quelqu'un qui est dans l'univers médical, je lui ai demandé, je lui ai dit, parce qu'il y a des médecins qui vont me lire et il y a des légistes qui vont me lire. Mais moi, mon intention, c'est pas de raconter comment se passe exactement une scène d'autopsie. J'ai juste une difficulté, c'est que si un médecin légiste me lit, il ne faut pas qu'ils se disent « Ah ben non, c'est nul ».
ça ne se passe pas comme ça. Mais quand je dis il y a un rapport esthétique au monde quand on écrit, pour être un peu philosophique, quoi, l'important, c'est pas le réel, en fait, c'est la vérité, c'est ce qu'on est en train d'écrire. Il y a un grand texte, l'un des premiers textes sur l'art qui s'appelle La Poétique d'Aristote, où il dit l'art, c'est quoi, en fait? Vous avez un animal mort, vous ne pouvez pas le regarder, et puis en fait, vous en faites un tableau, et c'est beau. Alors, est-ce que le corbeau que vous venez de peindre, il ressemble exactement au corbeau? Mais en fait, c'est comment vous essayez d'atteindre un absolu, quoi. On est tous, quand on écrit, on est quand même en quête de. C'est un peu stupide, et on sait que c'est courir à sa perte, mais on est en quête de beauté, quoi, d'un absolu. C'est une démarche esthétique, quoi, d'écrire. Donc oui, il faut se documenter, mais plus. Moi, c'est pas une obsession chez moi. Je sais qu'il y a cette espèce de mythologie il faut l'avoir vécu pour pouvoir l'écrire. Mais jusqu'à preuve du contraire, Orwell n'a jamais vécu en 1984, Jules Verne n'a jamais vécu au centre de la Terre. Et ma part d'ombre. C'est ce que je disais. Hein. Ouais, non, mais c'est pas. Je le dis comme ça sur le ton de la boutade. Et ma part d'ombre, je suis sûr que c'est sans doute une très grande autobiographie, mais pour avoir lu un peu Bourdieu, je pense que c'est un grand roman surtout. J'ai toujours considéré que, par exemple, toutes les grandes autobiographies, vous lisez Des mules et des hommes de Harry Cruz, c'est un roman, quoi. C'est autobiographique, mais même quand on connaît vraiment ce qu'on est en train de raconter, puisque c'est sa vie. Donc le matériau, on le connaît. Harry Cruz, quand il écrit, alors c'est avant ses 6 ans, mais il connaît sa vie, c'est ses souvenirs à lui. Mais en fait, ce qui est intéressant dans le bouquin, c'est pas la réalité. C'est pas de savoir si ça correspond exactement à la réalité, quoi. C'est comment il fait avec si peu de mots, parce que pour le coup, si vous lisez Harry Cruz, il y a aucun doré, quoi. Il y a pas de mots, il y a pas d'obscure clarté qui tombe du soleil. Il fait ça avec rien, il fait ça avec aucune matière. Mais ce qui est intéressant, c'est comment il fait du beau en s'appuyant sur le matériau qui est sa vie pour raconter une histoire singulière qui est sa vie, quoi. Donc moi, je dirais que j'essaie de respecter le pacte qu'il y a avec le lecteur, et puis de faire le plus important, c'est l'écriture, quoi. C'est que quand une personne, alors ça le fait pas sur tout le monde, hein, parfois j'ai des retours très négatifs sur mes livres, parfois j'ai des lecteurs qui me font des retours excessivement négatifs. Ça m'arrive souvent, pour dire la vérité. Je crois, enfin, c'est Pierre qui le dirait mieux que moi, mais je fais pas toujours l'unanimité, en fait, peut-être parce qu'il y a un style. Et voilà, moi, ce que j'aime bien, c'est comme quand je lis, quoi. Ce que j'aime bien, c'est être porté par une voix, par un ton, par une sonorité, quelque chose. Voilà. Je viens de lire très récemment Le Seigneur des porcheries de Tristan Egoff. Je ne sais pas si les gens l'ont lu. Je ne connaissais pas cet auteur, je ne connaissais pas ce livre, qui est un livre assez culte. Voilà, quand je suis tombé là-dedans, ça m'a vraiment rappelé Céline. C'est la force de. Alors en plus, ce qu'il raconte est très intéressant. Youpi, c'est super. Mais en fait, moi, ce que j'aime quand j'écris et quand je lis, c'est vraiment c'est la voix de l'auteur ou de l'auteur ou de l'auteure, du romancier ou de la romancière, quoi, qui me porte, quoi. Par exemple, j'adore L'Amant de Marguerite Duras. Je le dis tout le temps parce que et ce que j'aime bien dans L'Amant de Marguerite Duras, c'est ce ton, cette espèce de phrasé. J'adore ce livre. Et c'est ce que je recherche quand j'écris. Et c'est, je crois, ce à quoi je fais attention quand je lis et ce à quoi je fais attention quand j'écris. J'espère. Après, on n'atteint pas toujours les objectifs, hein. Est-ce que vous nous avez préparé un petit extrait, François? Je ne sais pas si vous aviez Je lis. Oui, Pierre m'a envoyé un message, mais je lis super mal. Mais je vais vous le faire, mais je déteste lire. Déteste lire. Un petit passage, alors. Un tout petit passage. Voilà, je vous ai préparé. Voilà. J'ai attendu et j'ai observé les fenêtres. La fille a tiré les rideaux des 3 fenêtres à l'ouest. La première fenêtre est restée illuminée. J'ai rallumé la radio. J'ai sondé la fenêtre jaune. La fenêtre s'est ouverte. La fille est apparue. Elle était en chemisette. Elle fumait. Elle s'est étirée. J'ai vu ses seins sous sa chemise. Je n'ai pas contrôlé l'érection. La fenêtre s'est refermée. Je suis sorti du véhicule. Je me suis dirigé vers la grosse porte. J'ai posé mon index sur l'interphone. J'ai hésité. J'ai retiré mon doigt. J'ai reculé. Je me suis positionné au milieu de la rue. La fille avait disparu. Elle m'épiait derrière un rideau. La fille jouait avec moi. Elle avait le regard d'Alexandra. J'ai senti son odeur. Elle sentait Guerlain. C'était un moine soldat qui jouait les bonnes sœurs et qui sentait Guerlain. J'ai rejoint mon véhicule. J'ai allumé la radiocassette. Fréquence jazz, piano, Duke Ellington. J'ai rêvé. J'ai fumé.
J'étais conscient ou endormi. J'ai ouvert les yeux, la fenêtre était éteinte. Toutes les fenêtres étaient éteintes. J'ai vu Thierry, j'ai vu Alexandra, j'ai vu la fille. J'ai senti la fille. J'ai embrassé la fille. Je l'ai étreinte. J'étais conscient ou endormi. Elle était nue. Elle avait la voix de Thierry, les seins d'Alexandra, les hanches rondes d'Alexandra. Véro a débarqué. Véro était sur un fauteuil roulant. Elle a braqué la fille. J'étais sur elle. Véro a introduit le canon dans sa bouche. Son manurin a craché le feu et fait couler le sang. Merci François. On sent bien le rythme. Il y a un petit côté bref, hein, j'ai l'impression, de la série. C'est sujet, verbe, complément en règle générale. J'essaie de mettre des compléments, pas toujours. Parfois, c'est sujet, verbe. Mais c'est pour la scansion et c'est plutôt pris à Elroy, ça. Et justement, par rapport au côté cinématographique, j'ai vu que vous étiez scénariste du futur, de l'adaptation du roman Pike de Benjamin Whitmer. Ouais. Comment ça se passe par rapport à cela? Est-ce que vous vous êtes intégré totalement à l'adaptation? Comment se passe ce travail de scénariste? Alors, contractuellement, je ne peux pas vous en parler. Mais je vais tout de même vous en parler. Pas de souci. Non, comment ça se passe? C'est un travail d'adaptation. Donc, c'est un producteur qui a acheté les droits à Gallmeister, puisque c'est Gallmeister qui doit être propriétaire, ou à Whitmer. Je ne sais pas qui est propriétaire des droits. Ça doit être Gallmeister ou Whitmer, je ne sais pas. Alors, en France, ce serait l'éditeur. Mais aux États-Unis, c'est peut-être l'auteur qui est encore propriétaire des droits audio. Donc, c'est un producteur qui a tout simplement lu La politique du tumulte quand il est sorti et voilà, il avait pris un scénariste professionnel et ça lui avait pas convenu le travail qui avait commencé à être fait. Et donc, alors il a lu une critique de Macha Seri dans Le Monde sur la politique du tumulte. Il est allé acheter La politique du tumulte. Il a pris un scénariste, ça n'a pas convenu. Et donc 6 mois après, je crois, il m'a dit qu'il avait regardé sa bibliothèque et qu'il a eu mon livre et qu'il s'est dit, mais lui, il pourrait peut-être me faire l'adaptation de ce livre-là. Parce que la vraie force du livre, c'est le premier livre de Benjamin Whitmer. La vraie force du livre, je ne crois pas que ce soit l'intrigue. C'est vraiment la brutalité et la sauvagerie à la fois de l'écriture et du monde qu'il décrit. Donc, comment ça se passe? J'adapte, quoi. Donc, j'écris un scénario. Et il y a toujours 2 options. Alors moi, je prends toujours l'exemple de Série Noire d'Alain Corneau, qui est écrit par Georges Perec, parce que c'est l'un de mes films préférés. Soit on est fidèle au livre, au personnage, soit on est fidèle à l'esprit du livre, quoi. Donc là, moi, je suis plutôt fidèle à l'esprit du livre. Donc il y a des gros changements par rapport au roman. Et il est toujours... ce que je peux dire, voilà, c'est qu'il est toujours en cours d'écriture. Et après, ce que je peux dire aussi, c'est que sur 50 projets qui sont écrits, 1 se tourne. Ouais. C'est la petite nuance importante. Voilà. Mais bon, voilà, c'est en cours d'écriture. Et de toute façon, c'est une adaptation américaine, ce n'est pas une adaptation française. C'est une adaptation pour que ça se tourne. Par exemple, je prends l'exemple de Série Noire de Corneau. C'est un livre de Jim Thompson, mais ça se passe dans la banlieue parisienne. Voilà. Si ce projet devait voir un jour le jour, ce que j'espère, ce que je souhaite pour Benjamin déjà, parce que je crois que Benjamin n'a pas d'éditeur aux États-Unis d'Amérique. Voilà, il est publié qu'en France, je crois, chez Gallmeister, et peut-être à l'étranger, en Europe. Mais déjà, j'aimerais bien pour lui que ça se fasse. J'aimerais bien aussi pour son traducteur, qui s'appelle Jacques Mayos, qui est un ami, qui est un très, très grand traducteur des éditions. On a reçu une rencontre il y a à peu près 2-3 mois. Ouais, qui, en plus d'être un grand traducteur, est une personne adorable, drôle et supérieurement intelligente. Donc j'aimerais bien aussi pour lui, parce que c'est grâce à lui finalement. C'est lui qui a écrit le livre en français. C'est pas Whitmer, c'est Mayos. Donc comme le producteur et moi, j'ai découvert Whitmer grâce à lui. J'aimerais bien pour moi aussi que ça se fasse. Mais après, voilà, c'est du cinéma, c'est un long métrage, ça dépend. C'est pas du tout les mêmes. C'est pas du tout les mêmes enjeux financiers. Je ne sais pas combien ça coûte de lancer l'impression d'un livre de François Medellin, mais et à la fin, oui, je précise, à la fin, ça ne sera pas mon film de toute façon, parce que je serai juste scénariste principal. Mais ouais, vous savez pas qui est. Oui, mais quand vous avez Série Noire, c'est le film d'Alain Corneau. C'est pas le film de Georges Perec. En fait, le scénariste n'est pas en charge de l'artistique. Faut le dire. En fait, l'art, c'est le réalisateur qui le met. Donc, il faut bien être conscient de ça. C'est lui qui met l'esthétique. Alors, bien sûr, il y a des dialogues. Bien sûr, on fait l'arche narrative, les personnages. En plus, là, je m'inspire d'un roman.
ok. Mais en fait, celui qui met son empreinte finale, celui qui va diriger les acteurs, celui qui met l'art, c'est le réalisateur. Parce que vous pouvez avoir un très bon scénario avec un mauvais réalisateur, ça fait un mauvais film. Et des fois, un mauvais scénario avec un très bon réalisateur, ça peut faire un bon film, à condition d'avoir un bon monteur. Béa? Merci François. Bonsoir Pierre, bonsoir François, et merci pour cette soirée passionnante. Moi, j'ai une question un petit peu plus terre à terre. On est à nouveau en confinement. Je voulais savoir, François, comment est-ce que vous vous occupez? Alors, visiblement, à écrire un scénario, mais peut-être aussi à travailler à l'écriture d'un prochain livre. Comment vous avez préparé cette période ou subi cette période, puisque vous aviez quelques rencontres quand même en octobre à la sortie du livre. Voilà, tout s'arrête d'un coup. Comment ça se passe? Quelle est votre actualité professionnelle du coup? Qu'est-ce que vous faites de vos journées à titre professionnel? Ben oui, ça s'arrête en fait à partir du moment où les libraires sont fermés et que pour des raisons de distorsion de concurrence, la bonne idée, ça a été de fermer aussi les FNAC. J'en profite d'ailleurs pour dire que je comprends tout à fait les libraires qui demandent, mais il y a aussi des libraires en fait dans les FNAC. Je sais que c'est une grande enseigne, mais dans les FNAC, il y a des libraires et je connais des très bons libraires en fait qui voilà. Ils n'ont pas eu la chance de créer leur propre librairie la plupart du temps. Ils n'ont pas eu la chance de créer leur propre librairie la plupart du temps, ou qui ou qui en ont eu ou qui en créent après. Voilà, pas besoin de. Mais bon, bref, tout s'est arrêté. La chaîne du livre, voilà, s'est arrêtée. Donc moi, je sortais un roman en octobre. Après, c'est mon éditeur qui est responsable de ça. Moi, je ne m'occupe pas de la commercialisation de mes romans, quoi, si vous voulez. Moi, mon job, c'est d'écrire des livres. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Le mieux, je pense, quand on est auteur, c'est bien de faire des appels, des pétitions, etc. Mais le mieux, en fait, c'est de faire comme tout le monde, c'est d'acheter des livres en librairie, des click and collect. Vous faites un mail, on vous livre par Chronopost en 48 heures. Ça va aussi vite que le grand méchant loup, donc il n'y a pas de souci. Et donc, comment j'occupe mes journées? Très concrètement, samedi et dimanche, pour commencer à samedi, j'ai bouclé la correction, la préparation de copie d'un roman qui va sortir au mois de mars prochain, qui s'appelle La Sacrifiée du Vercors, et qui sera publié aux éditions 10-18. Et depuis lundi, j'écris le scénario je suis sur le scénario de Pike et j'ai écrit 7 scènes, je crois. Voilà comment je m'occupe. Et je devais être en résidence d'écriture, plus là j'étais en résidence d'écriture dans le Vercors, mais comme j'ai été cas contact en plus de tout, j'attendais les résultats du test et donc je ne suis pas allé en résidence, mais je vais y retourner dans 10 jours. Mais en confiné, quoi, puisque je suis en résidence, mais je serai enfermé dans le Vercors pour terminer la deuxième phase de correction de La Sacrifiée du Vercors, parce que c'est corrigé en 2 fois. Voilà. Qui est publié chez 10-18 parce que mon éditeur m'a envoyé là-bas. Non, en fait, parce que les gens peuvent se poser la question, comment ça? Non, en fait, c'est mon ancienne éditrice de chez Point Seuil qui s'appelle Elsa, qui cherchait des auteurs français. Enfin, en tout cas, elle voulait publier un texte de moi. Et donc, elle en a pas. Elle voulait plus. Elle cherchait des auteurs français. Elle a déjeuné avec Pierre Fourniot et Pierre Fourniot lui a dit, mais enfin, François, il va te faire 10-18, demande-lui. Donc, elle m'a appelé et c'est comme ça que l'affaire s'est faite. J'avais une histoire très personnelle en fait à raconter, sans doute mon livre le plus personnel, parce que ça concerne ma famille. Voilà. Et la thématique, c'est l'épuration. 10 septembre 1944, une journée dans le Vercors qui vient d'être sacrifiée et qui est par terre. Donc voilà, scénario. Et puis après, on n'est pas trop à plaindre. Hein. Après, voilà. Moi, j'ai un pote restaurateur. Je pense que le premier confinement, qui a un petit resto, je pense que le premier confinement, ça a été compliqué pour lui. Et le deuxième confinement, je ne sais pas comment il va faire, quoi. Les avions, c'est mal, mais quand on travaille dans l'aéronautique, voilà, je connais des gens qui travaillent dans l'aéronautique, à Paris, oui, c'est compliqué, quoi. Enfin, c'est compliqué pour tout le monde. Donc, je ne ferai pas de journal de confinement. Juré, promis, craché. Surtout pas. Non, on n'est pas à plaindre. Et puis après, sinon, si la littérature ne me permet pas de vivre, j'irai faire autre chose, il n'y a pas de souci. On va peut-être parler de la couverture aussi, qui est quand même particulière, et du titre du livre, L'Ange Rouge. Comment ça s'est formulé et pour la couverture, est-ce que vous en êtes à l'origine ou au contraire, c'est Pierre? Ouais, vas-y. Non, c'est
un graphiste qui s'appelle Rémi Tricot, qui fait nos couvertures et qui nous a proposé ce visuel. On lui avait parlé du livre, on lui avait parlé de l'orchidée, qui était graphiquement qui est une fleur magnifique et très intéressante. Et puis, on voulait aussi être dans les codes du thriller avec le blanc, le rouge et le gris. Donc, il nous a proposé différentes couvertures et voilà, la voilà. Et le titre, c'est François qui avait le titre. Alors, en vérité, il m'a fait changer le titre parce qu'il n'aimait pas le premier titre. Donc, et l'Ange Noir, c'était pris un par. Il y a un Frédéric Dard qui s'appelle l'Ange Noir. Je crois que c'est les Confessions de San Antonio. C'était pris. Il y a un Connelly aussi, pas Michael, John Connelly qui a fait un Ange Noir. Alors, en gros, pour vous dire la vérité, je cherchais un nouveau titre parce que Pierre voulait que j'ai un nouveau titre. Il n'aimait pas le premier, que je ne donnerais pas parce que je ne l'aime pas non plus. Il était mauvais. J'écrivais dans un petit bar. J'étais monté à Paris voir Pierre Fourniot. Et j'étais dans un petit bar. Et en fait, je regardais autour de moi parce qu'il m'arrivait souvent d'interroger mon avenir et d'essayer de trouver les réponses dans les plaques d'immatriculation, les panneaux publicitaires. Donc, j'étais cette faculté à toujours lire ce qu'il y a autour de moi. Et là, j'ai lu, en fait, il y avait marqué l'Ange Rouge. Voilà, c'est à Pigalle, en fait. Je crois que c'est un magasin de... Je sais pas, c'est pas une cave à vin. Et en fait, quand j'ai vu l'Ange Rouge, je me suis dit, ça, c'est vraiment un bon titre. Et ça correspondait, en fait, à l'intérieur du livre. Donc après, comme c'était entre deux versions, j'ai recalibré aussi pour que ça puisse correspondre au titre. J'ai un tout petit peu recalibré le livre pour que ça puisse correspondre au titre. Puis j'aime bien le titre. Et puis après, sur les couvertures, j'ai toujours eu la chance d'avoir de belles... je crois que les couvertures de la manufacture de livres sont belles. Et j'ai toujours eu j'aime bien mes trois... J'aime bien au moins 3 couvertures sur 4. Celle sur Macron, je les mets un tout petit peu moins, mais elle correspondait vraiment au propos du livre. Donc, esthétiquement, ce n'est pas celle que j'aimais le plus. Et puis, j'en avais marre au bout d'un moment, j'en ai eu marre de voir Macron tout le temps. Mais sinon, j'aime bien les couvertures qui me sont proposées par la manufacture de livres. On va peut-être faire une petite photo de groupe avant peut-être la dernière question que j'aimerais bien poser à Pierre sur les nouveautés, alors celles qui sont un petit peu sacrifiées malheureusement d'octobre et celles d'ensuite. Je ne sais pas si Pierre, vous allez modifier les dates ou pas de parution des livres à venir. Pour le moment, non, puisqu'on espère que tout va rentrer dans l'ordre fin novembre, mais en fait, on n'y croit pas vraiment. Donc, pour le moment, on ne s'est pas encore posé trop la question. Il y a un livre qui est sorti aujourd'hui, donc il doit être dans les cartons des librairies. J'espère que les libraires vont le vendre dans le cadre du Click and Collect. C'est une novella policière de Dominique Format qui avait déjà publié chez nous Albuquerque, là qui s'appelle Manaus, du nom de la capitale de l'Amazonie, ville brésilienne. C'est un très court roman, je ne vous en dirai pas grand-chose parce c'est sous la forme d'une novella. C'est un agent secret français qui accompagne le général de Gaulle lors de sa visite officielle au Brésil en 1964, juste avant le coup d'État des militaires. Donc, c'est à la fois une époque, un contexte historique et des années qui ont été très peu utilisées dans la littérature, en particulier la littérature noire. Et donc, c'est un super roman. On a eu des très belles critiques. Il y en a une qui est tombée là dans Libération. Et on espère que ce livre ne sera pas complètement sacrifié. Et puis après, l'an prochain, on a au mois de mars un très beau premier roman noir, policier, qui se passe à la fin du 19e siècle, à Lyon, là encore. Donc, et c'est une enquête, on suit, un peu comme dans le roman de François, sauf qu'on est un siècle avant. On suit une des premières brigades de la police, des premiers policiers qui sont en train de s'organiser et qui traque un criminel qui tue, qui est un assassin d'enfants. Et on est dans le contexte de l'affaire Dreyfus, du nationalisme, de l'esprit de revanche contre l'Allemagne, et dans une ville ouvrière où il y a aussi la naissance du socialisme, il y a beaucoup de tensions. Donc c'est un très beau premier roman. Alors en fait, c'est un jeune auteur qui a reçu un prix à Quai du Polar à Lyon, le prix de la meilleure nouvelle en 2017, et qui nous a proposé ce roman. Donc voilà, ça sera notre actualité du mois de mars. Et on espère voir un maximum de vous voir tous à Quai du Polar, ceux qui connaissent la manifestation, puisque c'est quand même notre grand rendez-vous de début d'année. Et on croise les doigts parce qu'on n'ose pas imaginer qu'il n'y ait pas de Quai du Polar encore l'année prochaine. On espère grandement en effet.
On passe à la petite photo de groupe. Préparez-vous tout le monde. Hop, 3, 2, 1. Ok, c'est bon, super. Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Ben, merci à tous. Bon, super. Merci à tous les deux et à Camille aussi. Merci infiniment de nous avoir consacré ce temps. Et on espère. Ben, merci à toi. On espère se voir à Quai du Polar, alors tous ensemble. Rendez-vous à Quai du Polar alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup et rendez-vous à Quai du Polar. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Au revoir. Merci François, merci Pierre. Merci François, merci Pierre. Bye bye.